Bienvenue sur Expérientiel, le podcast qui propulse la transition du tourisme. Ici, on imagine un tourisme qui respecte le vivant, les territoires et les générations futures. À contre-courant des sentiers battus, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui construisent le tourisme de demain, mais pas que. Professionnels visionnaires, jeunes engagés, chercheurs, économistes et innovateurs. Des voix engagées, des initiatives concrètes, des solutions qui transforment un secteur en profondeur. Je suis François Huette, fondateur d'Expérientiel Production. Notre mission, amplifier les voix de celles et ceux qui œuvrent pour un monde plus durable, avec nos séries de podcasts en marque blanche de votre organisation. Installez-vous, laissez-vous inspirer et bienvenue dans l'aventure expérientielle. À la fabuleuse cantine, au cœur de Lyon, les assiettes racontent des histoires de champs, de saisons et d'agriculteurs du territoire. Ici, nous découvrons bien plus qu'un restaurant. Un lieu créatif qui réinvente la société et agit concrètement pour la résilience alimentaire. On ne cuisine pas seulement des légumes, on répare des liens. On ne parle pas seulement de gastronomie, on parle de robustesse et de futur. Derrière cette démarche, Eric, entrepreneur engagé, a choisi de renverser la table, c'est-à-dire partir des fruits et des légumes oubliés, vous savez ceux qui sont moches, non calibrés, hors normes, pour créer de nouvelles expériences culinaires et relier le monde rural à la ville, l'hospitalité et le tourisme. Avec les étudiants du Master Tourisme deuxième année de l'IEFT Lyon, après avoir partagé un délicieux repas, du temps et des idées, nous avons voulu aller plus loin, rencontrer l'homme, comprendre sa vision et explorer ce que pourrait être demain une alimentation qui fait véritablement territoire. Chloé Galland, étudiante à l'IEFT Lyon, a eu la gentillesse de m'accompagner dans cette interview avec Eric. Allez, on y va. Bien Eric, merci de nous accueillir à la fabuleuse cantine à Lyon. Je suis avec les étudiants en Master Tourisme deuxième année de l'IEFT Lyon. On a découvert ce lieu, on a passé toute la matinée ensemble, on a déjeuné ensemble. On va aller encore un peu plus loin dans la rencontre avec l'homme et le concept. Peux-tu nous dire gentiment, de manière très simple, qui tu es, ce que tu fais et le concept de la fabuleuse cantine? Merci d'être là. Je suis ravi de pouvoir vous accueillir dans ce lieu hautement créatif qui s'attache à repenser effectivement ce que pourrait être l'alimentation demain. Donc, je suis Eric Petrotou, l'un des 3 cofondateurs et le porte-parole d'une équipe de 25 femmes et hommes et une équipe qui fait la fabuleuse cantine au quotidien. Donc, moi, je suis un entrepreneur aguerri depuis très longtemps. J'ai jamais travaillé pour quelqu'un, j'ai toujours créé des choses. On va dire cette dizaine d'années qui précèdent, je me suis accaparé de cette thématique qui est la résilience alimentaire des territoires, comment on repense l'alimentation demain et on fait couture avec et entre ce monde agricole et ce monde des urbains. On connaît mal comment tout ça fonctionne et en le repensant, on vient effectivement s'adapter à un monde fluctuant, à un monde qui a besoin de robustesse, qui a besoin de venir passer un moment clé de bouleversement climatique. Et l'alimentation, c'est ce qui fait société, c'est ce qui nous relie, c'est ce qui fait rencontre. Et donc, c'est un monde passionnant que de repenser effectivement ces vecteurs. Et il télescope le tourisme, parce que qui dit tourisme, dit bien évidemment manger et découverte. On vient souvent aussi découvrir des pays, découvrir même des territoires, à travers le premier vecteur qui est effectivement se nourrir et de se trouver une belle assiette. D'ailleurs, c'est peut-être même le premier réflexe qu'on a, non ? Quand on va quelque part et qu'on part en vacances, c'est de se dire qui a réservé quoi, où est-ce qu'on mange ce soir, quoi. Donc, on est, nous, là, à cet interstice où on vient repenser ce que ça pourrait être demain. Donc, on teste plein de choses. Ok, donc merci pour tous ces éléments déjà, mais donc il me semble que donc vous avez créé un projet qui se nomme la fabuleuse cantine avec un slogan qui est peut-être de renverser la table. Donc quelle était cette intention fondatrice au début? Qu'est-ce que vous aviez envie de renverser? Ce qu'on avait envie de renverser, c'est une façon de penser historique. Non pas qu'on est contre la tradition ou que effectivement la manière dont les choses se sont construites dans le temps était mal, mais peut-être que, et sûrement, qu'il faut repenser ces réflexions historiques parce qu'elles ne sont plus adaptées dans un monde qui fluctue. Et donc, renverser la table, pour nous, c'est pas mettre le bazar, parce que ça peut être aussi ça,
C'est plutôt de se dire comment on vient travailler à l'envers tout en mangeant sainement, que ce soit bon, que ce soit créatif. En tout cas, qu'à la fin, en bout de chaîne de création de valeur sociale, environnementale et économique, on ne vende pas de la solidarité, mais on vienne faire vivre une expérience qui a du sens. Donc, on vient complètement inverser la chaîne de valeur. On part de légumes et fruits qui sont des flux subis, et ensuite, on vient transformer et écrire les menus, et non pas l'inverse. Habituellement, on écrit des menus, et ensuite, on vient effectivement savoir comment on va mettre et créer ces menus et les mettre dans une assiette. Nous, on fait tout à l'envers. Donc, on est venu renverser les codes, renverser la table. Comment est-ce que vous sélectionnez pour faire ces différents menus? Comment est-ce que vous sélectionnez vos partenaires, les différents aliments que vous allez mettre justement dans cette cuisine? C'est l'ADN effectivement du projet La Fabuleuse Cantine. Quand on a voulu s'accaparer de l'énormité du gaspillage alimentaire, modestement à notre échelle, en se disant qu'on allait focuser sur ce qui n'était pas transformé, les fruits et les légumes, et en bio, ou en raisonné quand effectivement on a un rapport privilégié avec ses partenaires. On est venu s'intéresser à vraiment tout en bas de la chaîne, à se dire mais où est-ce que ça pousse, qui fait pousser tout ça, et effectivement qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a du gaspillage même à ce niveau-là. Et on s'est rendu compte que 15% restait dans le champ, qu'il y avait des problèmes et amplifiés par le bouleversement climatique de surproduction. Donc, on plante je ne sais quel légume et d'un coup, voilà, il y a des surproductions et donc on ne trouve plus, on n'adresse plus dans l'économie réelle. Donc, tout ça crée du gaspillage. Et puis, il y a, vous avez forcément entendu parler des légumes moches, des choses comme ça. Donc, il y a des problèmes de calibrage. Pour beaucoup de fruits et de légumes, mais ça marche aussi pour les œufs, enfin, ça marche pour beaucoup de choses, pour rentrer dans des marchés un peu standardisés pour la logistique, standardisés pour le grammage, ce qu'on va ensuite devoir vendre, et il y a beaucoup de packaging. Quand vous achetez les choses, il y a beaucoup de packaging. Donc tout ça standardise effectivement le fait que les fruits et les légumes doivent avoir une certaine taille et tout ça. Et donc tout ce qui ne rentre pas dans ces tailles, une partie est donnée aux animaux, mangent bio, les animaux. En tout cas pour certains, quand le paysan travaille avec respect sa terre, et sinon est jeté. Et donc c'est ça nous qu'on achète. Et donc, on est venu identifier ces gens-là. En fait, vous vous rendez compte que tout le monde est confronté à ces problématiques. On s'est adapté aux problèmes du paysan et on est venu construire une offre en injectant et en venant apporter de la valeur économique effectivement à ces acteurs, et nous, en permettant, en renversant la table, de construire une nouvelle approche de la gastronomie durable cantine. Dans ces partenaires, peut-être qui sont-ils et d'où viennent-ils? Bah, écoute, Chloé, on a joué à un premier jeu qui est de dessiner un rayon de 80 km où on s'est dit, mais il n'y a pas que nous qui le disons, qu'on a une approche locavore quand on ne dépasse pas effectivement ce terrain de jeu où c'est 80 km à vol d'oiseau, pas 80 km sur une route. Et donc là, vous avez déjà une capacité à identifier beaucoup de gens. Et donc, dans ces 80 km, c'est une première approche résiliente. On fait avec ce qu'on a. Il y a des choses qu'on n'aura pas, des gens avec qui on ne pourra pas travailler. Mais déjà, là, on va identifier, créer des partenariats et venir acheter effectivement ces surproductions. Et ils sont là. Ils sont dans ces 80 km. On est venu poser un outil essentiel pour nous qui est un laboratoire de transformation en plein cœur de ces 80 km. Et il n'est pas là-bas par hasard. Il est très proche des fermes en Loire-Forêt où voilà, beaucoup respectent la terre depuis très longtemps. C'est historiquement en France une des terres qui est bio depuis très longtemps. Ça, c'était important pour nous. Et mine de rien, donc c'est à Bussy-Albieux, c'est un petit village de 600 habitants. On est venu créer une dizaine d'emplois là-bas. Et en étant là-bas, on est à 1 heure de la métropole de Lyon, 1 heure de la métropole de Saint-Étienne, 1 heure de la métropole de Clermont-Ferrand. Donc il y a une autoroute voilà, qui n'est pas bouchonnée et l'autoroute préférée des vacanciers qui nous permet de gérer aussi une grande partie de la logistique. Donc tout ça est pensé pour que dans ces 80 km, à vol d'oiseau, on vienne créer tous les faits d'écosystème qui permettent de travailler avec tous ces partenaires, qui sont des éleveurs, des viticulteurs, des maraîchers, qui sont des boulangers. Ils peuvent être aussi des coopératives, donc plein de petits producteurs qui sont réunis, on travaille avec la coopérative. Et ça peut être aussi des logisticiens,
Donc, je sais pas moi, un service logistique qui travaille déjà avec plein de petites fermes et des épiceries bio, eux aussi ont des problématiques d'invendus ou peuvent être facilitateurs d'aller récupérer effectivement les fruits et légumes moches ou en surproduction qu'on achète pour venir faire un petit détour et nous les livrer. C'est pas nous qui allons chercher tous les fruits et légumes, ils viennent à nous. Je parle beaucoup de fruits et légumes, mais quand on travaille avec les éleveurs, on a aussi cette problématique que les gens... Enfin, c'est même pas les gens mangent toujours la même chose. C'est qu'en fait, quand on va dans un restaurant, on nous propose toujours la même chose. Ouais. Parce que si on nous proposait autre chose, je pense qu'on est assez créatif. D'ailleurs, comme on l'est à la maison. Le dimanche, on ouvre le frigo, chacun se débrouille avec ce qu'il a, et puis on essaye d'être peut-être un peu plus inventif, mais souvent, c'est aussi un peu normalisé quand on arrive dans des restaurants, je parle pas de restaurants gastronomiques, hein, je parle, on va dire, voilà, des restaurants plus traditionnels, vous vous retrouvez avec des cartes où vous avez à peu près toujours les mêmes plats qui vous sont proposés, et en gros, ça veut dire que l'éleveur, tout le reste, il ne le vend pas. Et il va pas le manger lui et sa famille, ça va pas tenir longtemps cette histoire. Et donc en gros, nous on vient acheter à bas coût aussi toutes ces parties-là, et donc avec de la créativité, on vient travailler les parties, voilà, par rapport à la protéine animale, qui nous permettent d'avoir de la qualité à un prix abordable en bout de chaîne. Donc on a tous ces gens-là. Ok, super. Puis c'est vrai que ce matin, on a assisté à la livraison en direct d'un producteur qui est venu. Donc, c'est sûr que ça nous a permis aussi de voir ce circuit court. Oui, lui, il est dans son circuit, c'est-à-dire qu'il va aussi livrer ailleurs et il a différents prix. Et donc, il livre pas la même chose. Et aujourd'hui, on est rentré dans le processus où on fait partie de leur quotidien. Et ça, c'était c'était assez long au début. Maintenant, il y a une sorte de mécanique beaucoup plus fluide. Ouais, ok. Et peut-être justement sur vos équipes, donc vous disiez que vous avez une équipe de 25 personnes. Comment est-ce que vous impliquez vos équipes dans ce schéma-là et dans les différentes décisions qui peuvent être prises et justement ce schéma de production? Bon, déjà, il faut dire qu'on a la chance d'avoir un projet qui, de par son concept, attire. Donc attire des personnes qui sont déjà, viennent pas par hasard chez nous, ils sont déjà convaincus, voilà, que le monde est en grand changement et que effectivement il faut repenser plein de choses, et dans le plein de choses, l'alimentation. Donc on a déjà des femmes et des hommes qui ont un certain niveau, sont assez aguerris sur toutes ces questions-là, voire même sont, en tout cas déjà dans leur vie personnelle, mais même au travail, au sein de la fabuleuse cantine, font attention au moindre gaspillage, aux moindres choses, la consigne, on est attentif à tout. Là, on va devoir jeter les... Vous avez déjeuné ici, on va devoir jeter les serviettes. On est passé par des services de nettoyage avec des serviettes qu'il avait, mais bon, l'eau, les coûts, on est obligé d'être rentré dans des choses un peu logiques, tout ça. Mais vraiment, ils sont attentifs à tout ça. Donc, vous avez des personnes aguerries, et on a créé des pôles en fonction des différentes verticales qu'on adresse. Et donc, en fonction de ces pôles, les femmes et les hommes qui travaillent à la fabuleuse cantine viennent dans ces pôles-là, et on vient mettre en place quelques outils pour rendre tout ça un peu plus fluide et transversal. Il nous reste beaucoup à faire, hein. On est une jeune entreprise, donc voilà, il nous reste à mettre en place toute la formation poussée. Mais on a déjà mis quelques tips, quelques points. Je vais peut-être évoquer brièvement, parce que de ce qu'on m'a dit, c'était pas si présent que ça dans les autres structures. Donc on a déjà pas mal de gens qui transforment donc des cuisinières, des cuisiniers, de plus en plus de cuisinières d'ailleurs, c'est plutôt chouette. Donc tout le back office, on va dire, des transformateurs. On a en front office toutes celles et ceux qui ensuite vont commercialiser, vendent, et de manière opérationnelle font en sorte de faire vivre les expériences aux convives. Donc tenir un lieu, avoir un service traiteur, venir s'adresser à un service hôtelier, voilà, c'est différents métiers. On a de la logistique au milieu de tout ça, on a de la communication, on a de l'administration. Les deux points qu'on fait pour essayer de faire liant, parce que mine de rien, ces fameux 80 km, c'est pas si grand, mais mine de rien, ça parle pas le même accent. Dans le 42, dans le 69, et dans le 42 Saint-Étienne et Loire-Forest, et voilà, on a des gens un peu éclatés sur différents pôles. On met en place une newsletter interne, où on est dans une communication transversale, et donc tout à chacun, on vient donner un maximum de détails, pas forcément tout ce qui va bien, hein. Tout. Ce qui va bien, ce qui va pas bien, les craintes qu'on a, les nouveaux chantiers, les trucs en prospective qui verront le jour ou pas, donc le suivi de tout ça, donc newsletter interne. Avec tous vos différents partenaires Là, c'est tous les associés de la fabuleuse cantine et tous les salariés. Ok. Quelques partenaires.
Ok. On a d'autres newsletters pour venir être dédiés plutôt, on va dire, sur une approche plus commerce, plus démarchage. Mais là, c'est vraiment les outils en interne. Donc, une newsletter interne. Et le deuxième point qu'on fait, qui n'est pas complètement vu, c'est qu'on a un énorme outil de contrôle de gestion, une sorte de Google Sheet, voilà, survitaminé, et on le partage avec tout le monde. Donc, en gros, tout à chacun sait ce que les gens, les uns et les autres gagnent. Une véritable transparence. Ouais, l'endettement de la boîte, les différents investissements, tous les associés qu'il y a. Enfin, en gros, si vous êtes curieux, vous avez toutes les entrailles. Et il y a une manière un peu collaborative où on commente ce document pour que je puisse, moi, le mettre à jour. Il n'y a que moi qui ai le droit de le modifier. Pas que ce soit un gros foutoir absolu, ça reste quand même le document de contrôle de gestion, qui est en lien avec notre compta. Et donc, en gros, on a ce côté où on essaye le plus possible de venir faire équipe, où on apprend à devenir un peu des moutons à 5 pattes, parce que mine de rien, on doit être agile dans des projets qui pensent écosystème. Oui, donc vous disiez que vous étiez une toute jeune entreprise, mais justement, quelles évolutions vous voyez sur l'expérience des différents lieux que vous avez, et peut-être aussi sur cette vision de l'évolution du tourisme, qui est quand même un petit peu liée aussi par rapport à ces différents lieux. Vous nous disiez aussi peut-être tout à l'heure que vous vouliez faire des partenariats avec des hôtels, peut-être développer sur ce point. Plus on avance effectivement à dessiner ce projet, et alors plus il rentre dans sa phase de consolidation aussi économique. Donc on a fait des levées de fonds, on a fait rentrer plein d'associés. On est aujourd'hui, ça aussi c'est assez rare, mais on est 100 associés. Beaucoup sont réunis dans des véhicules. On a fait une campagne de crowd equity, je ne sais pas si ça vous parle, c'est comme du crowdfunding, vous savez, vous avez un financement participatif, mais où les gens là, c'était 65 €, ça a duré quelques mois, et les gens devenaient associés de la fabuleuse cantine. Donc là, je suis en train de finir l'opération, donc on va avoir là une quarantaine de nouvelles personnes qui vont arriver, c'est pour ça qu'on est 100. On a eu cette volonté avec les 3 cofondateurs de pas garder un maximum de parts, mais de se dire, il vaut mieux que l'entreprise vale beaucoup de valeur, et on soit nombreux. Et ensuite, on a un pack d'associés qui permet quand même de se préserver, de pouvoir conduire jusqu'au bout le projet. Donc ça, c'est la manière dont on vient penser écosystème. Et on est une SAS ESS, donc une entreprise agile parce que c'est une SAS, mais de l'économie sociale et solidaire. Et donc dans cette création de valeur, pour rendre robuste ce modèle, on a ouvert différentes verticales. Et assez récemment, là, on s'est intéressé effectivement, et ça approche complètement le tourisme, mais au monde hôtelier. En fait, on fait quasiment le même métier parce que on accueille des gens, on fait vivre des expériences et on fait voyager. Alors nous, on fait voyager à travers nos imaginaires, donc l'histoire qu'on raconte, mais aussi ce qu'il y a dans l'assiette. Et on vient devoir faire en sorte d'accueillir les gens avec une très belle hospitalité. Donc c'est complètement les prérequis du monde de l'hôtellerie. Et en creusant la manière dont il fonctionnait, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait aussi quelques difficultés pour certains hôtels, surtout par exemple les 3 étoiles, à répondre à un public de plus en plus exigeant. Exigence, ça veut dire je veux manger végétarien, je veux manger de manière créative, je veux manger local, je veux que tout ça rentre dans mon budget, et je veux qu'il y ait du sens dans mon expérience. Et les hôtels 3 étoiles, vous avez beaucoup de business à faire, mais pas que. Et donc, vous vous retrouvez à devoir répondre à ça. Et est-ce que vous en avez les moyens? Est-ce que vous pouvez embaucher pour répondre à ça? Est-ce que vous n'avez pas vos propres difficultés à avoir un centre de coût toujours assez important dans le monde de l'hôtellerie, qui est le centre de coût des cuisines? Et vous ne pouvez pas ne pas avoir de cuisine. Délicat quand même. Il y a toujours des choses à préparer, du petit déjeuner, avec le room service, à avoir une offre effectivement à midi, etc. Et donc là, on vient dessiner pour le monde hôtelier effectivement comment cette approche anti-gaspi, gastronomique, durable, peut répondre à un marché pour venir faire en sorte à ce qu'il y ait un pari gagnant, à ce que nous, ça renforce notre modèle économique et ça vienne complètement propulser le tourisme qui tend de plus en plus à aller entre la clé verte, venir répondre aux entreprises qui vont de plus en plus vers des démarches RSE. QVT, c'est la qualité de vie au travail pour embarquer les gens qui vont embaucher demain. Enfin, il y a toute une démarche où ils pensent modèle régénératif, business model plus durable. Et donc là-dedans, il y a toujours une question d'alimentation à un moment donné, ou une question de où est-ce que je vais dormir. On a vu Oco Hotel pousser et grandir très vite. Donc des approches d'hôtels qui, de fait et dès le départ, ont posé les prérequis, s'adresser à un public qui essaye d'être très attentif à comment il consomme, et dans la consommation,
la partie de voyage. Et donc nous, on vient essayer de faire une passerelle. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'après ce podcast et effectivement cette rencontre aujourd'hui, vous allez nous y aider, j'en suis certain. Oui. Tu peux nous dire comment ça se décline au sein de la conserverie, qui est une déclinaison de la fabuleuse cantine. Cette conserverie territoire, donc je vous le disais, elle est près des fermes, elle est au cœur des 80 km et elle est vraiment le labo, l'endroit où on transforme. Et en fait, on l'a faite de telle manière à ce qu'on puisse gérer nos flux subis, donc beaucoup de volume entrant qu'on achète et donc il nous faut beaucoup d'endroits pour stocker tout ça. Donc on a plein de chambres froides, contrairement à d'autres labos. Comme on a des chambres froides, il faut être très attentif au gaz qu'on met pour refroidir tout ça et donc on a créé tout un système circulaire où on a mis en place une centrale CO2 pour avoir du gaz propre dans ces chambres froides. Et dans la manière dont on transforme, on est capable de faire à la fois de l'événementiel traditionnel, des petites pièces cocktails, donc des prestations de traiteurs, mais aussi des bocaux avec 3 mois de DLC, ce qui vient faciliter le travail vis-à-vis des hôtels, de se dire que si on rompt pas la chaîne de froid, on peut mettre des bocaux qui peuvent rester 3 mois dans le lieu, donc on a le temps de vendre tout ça, de le proposer, etc. Et on a aussi tout un tas de transformations sous poche qui permettent, et pour nos lieux à nous, on peut les appeler des restaurants tiers-lieux, mais aussi pour le monde de l'hôtellerie, et aussi pour, effectivement, on a quelques lieux qui sont pas forcément des hôtels, mais des gens qui ont besoin d'une restauration rapide, etc., rapide à préparer. On leur amène des poches où ça leur facilite grandement la préparation des plats à servir. Oui, là, ça peut clairement aider ces hôtels, ces entreprises complètement qui cherchent à offrir une offre, un service à un client qui n'a pas actuellement, et vous pourrez répondre à ce besoin-là. Complètement, presque en plug and play, et ce qui est, je pense, intéressant, c'est de ne pas vouloir remplacer l'existant, bien sûr. Parce qu'ils ont déjà des équipes qui travaillent d'une certaine façon, etc., mais d'amener de quoi faire évoluer ou venir compléter. On parle du room service, là il y a un vrai sujet quoi qu'il en soit, mais dans la carte, il peut y avoir une façon où on travaille comme ça depuis des années, qu'on peut pas tout bousculer comme ça du jour au lendemain. On vient y intégrer une proposition de notre burger Super Waste dans sa forme végétarienne, ou ce plat dont je vous parlais, qui est fait avec la 5e gamme, donc voilà, tout ce qui est des poches et tout. Donc tout ça, voilà, c'est créé dans la conserverie. On a besoin à un moment donné, je dirais, ça de manière artisanale, mais pas industrielle au sens d'une grande usine, mais artisanale, un peu structurée, où il faut plusieurs centaines de mètres carrés pour venir répondre à ces prérogatives. Et peut-être suite à ça, est-ce que vous avez un projet auquel vous pensez qui va croître bientôt, que vous avez envie de nous partager? Oui, bien sûr, un projet qui pour nous est un démonstrateur de tout ce que je vous ai dit là jusqu'à présent, qui est le chalet du parc de la Tête d'Or. Okay. Et ça fait 4 ans qu'on travaille sur cet appel à manifestation d'intérêt. La ville a voulu confier au privé ce bâtiment qui devait être détruit. Donc c'est un bâtiment de 1700 mètres carrés qui se trouve devant le lac, en plein cœur du parc de la Tête d'Or. Le parc de la Tête d'Or a servi d'exemple, pour la petite histoire, pour créer Central Park. Okay. C'est amener la forêt dans un cœur de ville qui se structure et qui devient de plus en plus urbain. Ça a été inauguré quasiment en même temps. Et bien évidemment avec des proportions différentes, mais quand même, c'est très novateur. Il a été fait, ce parc, de manière bucolique pour qu'on s'y perde. Donc un énorme respect du végétal, un énorme respect effectivement d'une biodiversité. Et ce parc, pour moi, il est un point fondamental parce que il y a plein de portes pour y rentrer. Et chaque année, il y a 8 millions d'âmes qui le traversent. Donc, être dans un endroit où vous voulez vous adresser au plus grand nombre pour raconter des nouvelles histoires dans l'hospitality, l'expérience et on va dire la food et toute l'alimentation, rien de mieux que de venir le construire dedans. Donc, on a répondu à cet appel à projet, on l'a gagné avec la fondation Good Planet de Yann Ortiz-Bertrand. Et donc aujourd'hui, voilà, 4 ans après, ça s'est structuré un peu différemment. Donc il y a une association qui s'est créée avec la fondation Good Planet et un fonds de dotation qui s'appelle Domoro et Use qui est un promoteur immobilier, et on vient construire ensemble ce projet. On a gardé le nom. Ça aussi, c'est une sorte de respect de vouloir mélanger innovation et tradition. Donc ça s'appelait le chalet du parc, puisque c'était un petit chalet en bois avant d'être une espèce de pavillon en béton des années 60. Et donc on est revenu au nom initial, ça s'appelait le chalet du parc. Okay, très chouette. Et dedans, on va pouvoir dérouler effectivement tout le projet à la fois culturel,
mais aussi le projet autour de l'alimentation durable. Et ce bâtiment, c'est le premier bâtiment en Europe qui sera Enerfit dans sa labellisation. Donc, c'est le premier bâtiment accueillant du public, donc ERP, qui va être autonome en eau et en électricité. Okay. Ouais. Donc, il y a du photovoltaïque au-dessus du bâtiment et on travaille avec une structure qui s'appelle Innovaya pour recycler l'eau à 98%. Okay. Donc, on a eu la chance d'avoir un vide sanitaire qui est haut. Et donc, à la place de faire une cave ou je sais pas quoi, on a mis des cuves. Et donc, toute l'eau va pouvoir être récupérée dedans, recyclée et être remis dans tout l'ensemble du bâtiment. Ok, très chouette. Donc, ce projet, septembre. Non, donc, mais c'est ce projet. Septembre 2026. Ce projet, je vous donne rendez-vous en septembre. Ouais. Qu'on vient d'entendre les oiseaux. Exactement. Et le bruit des feuilles. Ça change tout. C'est clair. C'est clair qu'en plein Lyon, ce sera que bénéfique. Et donc, ce projet, il est vraiment, il s'ancrera dans le territoire lyonnais, mais peut-être aussi plus que lyonnais, régional. Peut-être quel lien vous entretenez entre votre territoire et pourquoi cet ancrage, il est essentiel pour vous? Il finit de dessiner cette organisation décentralisée, autonome, c'est-à-dire tout cet écosystème dont on parle tout à l'heure, entre tous les acteurs avec lesquels on travaille pour venir acheter les invendus, la transformation et ensuite l'hybridité des modèles pour construire le modèle économique, dont les lieux. Et donc, avec le chalet du parc, ça va être un énorme démonstrateur, mais ça va être un volume qui nous permet de venir consolider l'ensemble de ce territoire. Et donc, pour nous, après le chalet du parc, on aura rendu robuste l'ensemble du modèle. Et donc, on pourra projeter à savoir s'il y a cohérence et raison à dupliquer l'écosystème ailleurs en France. Ok, très chouette. Éric, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui souhaite s'engager par rapport aux enjeux qu'on peut rencontrer aujourd'hui? Restez curieux, ça c'est évident. Utilisez tous les outils dont vous disposez, et l'intelligence artificielle en fait partie. Soyez beaucoup plus fort que tout ça. Il faut surtout pas en avoir peur. Mais surtout, j'ai envie de vous dire, vous allez rencontrer plein de gens qui vont commencer leur phrase par oui mais, et qui vont vous dire que de toute façon c'est complètement absurde parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous souriez, vous écoutez pas, et vous suivez vos intuitions. Ok, je pense que c'est un beau message pour conclure. Ouais, c'est pas mal. Et ce matin, il nous avait dit aussi de kiffer dans ce qu'on fait. C'est vrai. Ah. On peut dire kiffer ici. Ouais, bien sûr. Il faut mais se lever le matin et savoir pourquoi effectivement on est super content d'être avec les équipes et d'avancer dans un projet qui a du sens. Et je vous le dis encore une fois, là, on prend plein de sourires, on prend ce temps-là, mais c'est pas évident tout le temps. Mais si vous ne créez pas ce lien-là, quand il y a les tempêtes à passer, vous êtes vite seul. Et là, depuis le début de ce projet, on n'est jamais seul. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode expérientiel. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous, laissez un petit avis ou partagez-le autour de vous. Chaque geste compte pour donner encore plus de voix à celles et ceux qui réinventent le tourisme. Alors restez curieux, continuez à explorer et surtout, devenez acteurs de la transition du tourisme. À très vite pour un nouvel épisode d'Expérientiel.